grecque et les réformes qui ont été portées par Alexis Tsipras. Et la France et l'Allemagne sont donc pleinement engagées ensemble sur ce sujet. Et nous nous sommes beaucoup parlé aussi avec Angela Merkel de ce sujet. L'Allemagne qui a toujours été assez sévère à l'égard de la Grèce, et c'est peu le dire. De ce Conseil, et saluer la présidence maltaise et son Premier ministre Joseph Muscat. J'ai grande confiance dans la présidence estonienne. Nous avons l'un et l'autre la semaine dernière rencontré le Premier ministre pour préparer l'après 1er juillet. Et nous aurons l'occasion, au-delà évidemment du temps que nous passerons ensemble le 1er juillet prochain, de nous revoir. Alors, quand il parle de la prise de la présidence par l'Estonie, c'est qu'en fait, le Conseil de l'Union européenne, il y a une présidence qui est mise en place et cette présidence est tournante tous les 6 mois. Et donc, à partir du 1er juillet, ce sera l'Estonie qui sera présidente de ce Conseil de l'UE avec certaines priorités, dont le marché unique du numérique. A traduit un nouvel espoir et sans doute les préparatifs franco-allemands communs y ont concouru, tout comme beaucoup d'autres. On a noté que Angela Merkel, il y aura les élections en Allemagne en septembre prochain, et donc Angela Merkel se représente à sa succession et qu'elle est plutôt en bonne voie d'après les sondages. Elle est face à Martin Schulz, sur les négociations de la sortie du Royaume-Uni. Ça ne veut pas dire que les négociations avec la Grande-Bretagne ne doivent pas être conduites intensivement, mais nous devons absolument nous occuper de notre avenir commun et par conséquent, le Conseil d'aujourd'hui joue un rôle important. Ces préparations franco-allemandes ont été conduites de façon très intense avec nos équipes et c'est une coopération qui absolument fait ses preuves avec de bons résultats, même si, a priori, dans tous les domaines, nous ne sommes pas automatiquement du même avis, mais nous avons pu formuler des propositions communes. Nous avons eu des échanges approfondis sur pléthore. Ah oui, alors Ringan, oui. Effectivement, Donald Tusk est le président du Conseil européen. L'Estonie, donc le Premier ministre estonien aura, l'Estonie, le pays l'Estonie sera la présidence du Conseil de l'Union européenne, là où il y a les ministres qui viennent climat, par thématique. De faire de l'innovation technologique, ce qui est très important et utile pour l'avenir de l'Union européenne. Hier, nous avons parlé de la politique de sécurité et de défense. Emmanuel Macron vient de l'évoquer. Il y a vraiment des avancées. Et en fait, Malte était président à mon sens, de la coopération structurée de janvier à juillet très important, et notamment 2017. Et donc là, ça va être l'Estonie. Je voudrais remercier vivement la Commission de son initiative. Aujourd'hui, au début de la journée, Mario Draghi nous a fait un tour d'horizon de la situation économique. Je vous mets un lien si vous voulez plus d'infos sur cette question de présidence. Ce rapport était également assorti d'espoir. Mario Draghi nous a montré que le taux de chômage est le plus bas depuis longtemps dans l'Union européenne et Jean-Claude Juncker a complété en disant qu'il y avait 10 millions d'emplois nouveaux, donc l'emploi progresse de façon substantielle. Il n'y a plus qu'un petit nombre de pays qui sont dans une procédure de déficit excessif. Alors que je crois qu'en France, le chômage a encore augmenté le mois dernier. Que des solutions ont été trouvées. Et pour ce qui est de la question des investissements, le fonds Juncker nous permet de nous orienter vers une évolution positive et chaque fois que cela est possible, nous devons poursuivre ces investissements. Dans ce contexte, la présidence estonienne, après la présidence tout à fait réussie de Malte, aura un rôle très important à jouer parce que l'Estonie est vraiment un exemple de la digitalisation, de la transition numérique réellement vécue et la priorité accordée au numérique. Qu'est-ce que ça signifie pour le monde du travail, pour la création du marché unique numérique? Cela revêt une priorité très très grande et l'Allemagne et la France vont appuyer sur l'accélérateur. Le monde tourne de plus en plus vite alors que nous avons tendance parfois à décider pas très vite. Donc je crois que le Conseil européen peut fixer des orientations et permettre aux différents ministres spécialisés de prendre des décisions très opérationnelles.
Nous avons beaucoup parlé du commerce, des échanges, et je crois qu'à une époque où le protectionnisme est très présent dans les débats, je crois que la position claire et nette du Conseil européen pour un commerce libre mais encadré est très important. Nous avons des accords importants à conclure. J'espère que l'Union européenne va conclure très prochainement un accord commercial avec le Japon. Oui, il y a un accord commercial avec le Japon qui est un peu un CETA avec le Japon. C'est tout à fait essentiel. Vous avez entendu parler du TTIP, vous avez entendu parler du CETA, et bien maintenant le petit nouveau, c'est le traité avec le Japon. Nous avons eu un nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, il est en négociation depuis quelques temps, je crois que je vais vérifier ça tout de suite. Accord entre l'Allemagne et la France. Il s'agit bien sûr de protéger les frontières, mais il faut également de... Non, Smiley, on n'est pas en direct, on a une semaine de décalage. C'était la semaine dernière, le 23 juin. Soutien, et je salue l'initiative française d'avoir un mandat pour des troupes communes dans le Sahel afin de lutter contre le terrorisme. L'Allemagne est engagée au Mali, et c'est ainsi que la problématique de cette région, qui est une région centrale pour la lutte contre l'immigration illégale, cette région figure... Voilà, donc les négociations sur le traité avec le Japon, traité commercial avec le Japon, avaient commencé en 2013. Déplacement, ce sera également l'un des grands thèmes de la présidence allemande du G20. Et là, je me réjouis de cette très bonne coopération avec la France sur ce dossier. Globalement, le Conseil européen a consolidé les fondations et l'avenir de l'Union européenne. Au début de ce Conseil, nous nous sommes souvenus de Helmut Kohl. Il y aura les célébrations samedi à Strasbourg en l'hommage d'Helmut Kohl. Samedi dernier, si vous suivez bien. Schengen, l'Union européenne, la monnaie commune ont besoin de protection face à la mondialisation. Vous noterez qu'ils n'ont pas parlé encore du Brexit, il me semble. Avec un régime de frontières beaucoup mieux structuré, avec le projet de registre d'entrée et de sortie, nous avons mis en route les projets nécessaires et en renforçant notre monnaie commune, nous avons pu avancer, mais il faudra continuer d'en parler et discuter de l'avenir dans ce domaine. Je me réjouis de nous revoir, que nous nous reverrons au G20 et nous aurons très prochainement le Conseil des ministres franco-allemands où nos deux pays vont faire avancer un certain nombre de projets. On se voit souvent, les deux. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que la presse a surnommé le couple franco-allemand les M&M's. Et nous ferons en référence aux petits bonbons et au fait que Merkel et Macron, donc ça fait les M&M's. Communiquer, mais de faire des résultats pour les hommes et les femmes. Voilà, donc deux discours du président de la République française et de la chancelière allemande. Et donc c'est parti pour la session de questions. Madame la chancelière, j'en avais deux sur ma liste. Je vous en prie, monsieur Brosler. Monsieur Brosler vous pardonnera. Je ne savais pas si ce n'était pas d'abord un journaliste français. Monsieur, donc, vous avez l'un et l'autre dit qu'il fallait que l'Europe change. Monsieur le Président, vous avez dit que l'Europe devait être refondée à côté du travail sur tous les projets concrets, suivis intensivement depuis. Ce sera les SM. Est-ce que vous pensez à une refondation plus profonde de l'Union européenne, éventuellement avec un changement des traités? Et si oui, à quelle Alors, raison? la question des changements de traités... À mon sens, Merkel va dire non. Révision du traité, ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous voulons, c'est transformer l'Union européenne pour qu'elle réponde aux exigences de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle promette la prospérité aux citoyens européens, des emplois, protection contre des menaces intérieures et extérieures, et c'est sur cette base qu'il faut trouver les bonnes voies, les bons instruments. Et comme dans la procédure législative nationale, si l'on peut le faire avec des textes simples, on le fait avec des textes simples. Si les projets sont de plus grande ampleur, peut-être faut-il modifier les traités. Mais une entité qui, comme l'Union européenne, qui dit avec le traité de Lisbonne, le monde entier peut se transformer comme il veut, mais nous ne changeons pas notre traité, ce n'est pas réaliste.
Donc, en tant que de besoin, nous le ferons. Si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas l'imposer. Discours assez habituel que, en fait, les dirigeants européens ne veulent pas se diriger vers une révision des traités parce que c'est la porte ouverte à plein de modifications qui pourraient créer une sorte de désolidarisation des États, puisque certains demanderaient du coup des dérogations sur plein de sujets, et voilà. Est inédite à ce titre. Et donc, unir les hommes doit être notre perspective, et donc faire que les uns et les autres vivent mieux. Et donc, on ne peut pas se satisfaire des déséquilibres ou des dysfonctionnements actuels de l'Union européenne ou de la zone euro qui fait que certains vivent dans la difficulté, qu'on a des crises ou des montées de populisme. Donc, nous devons apporter une réponse concrète à cela, comme le dit Angela, en traitant la crise migratoire, en s'assurant par des réformes nationales et des réformes européennes que nous avons la bonne politique économique qui permet de créer le maximum d'emplois, en ayant les politiques éducatives et culturelles adaptées, etc., etc. Et le deuxième objectif, c'est en effet de protéger face à ces transformations, à ces changements du monde et aux risques qui adviennent. C'est le pacte initial. Et donc, nous avons aujourd'hui, dans le cadre des traités et des discussions actuelles, je crois, posé plusieurs jalons importants que nous venons d'évoquer, qui vont dans ce sens. Nous allons ensemble continuer à travailler pour en effet aller plus loin. Et si nous voulons aller plus loin dans ces deux directions que nous partageons, nous aurons besoin de construire ensemble une feuille de route qui nous permettra de dessiner les évolutions nécessaires que nous partagerons et que nous essaierons ensuite de partager avec le maximum de nos partenaires pour convaincre. Et je partage totalement ce que vient de dire Angela. Si à un moment donné, il faut faire un changement de traité, il adviendra dans cette logique. Ça n'est ni une fin en soi, ni un tabou. Alors là, on change complètement de curseur, parce que, à savoir qu'en France, changer les traités, c'était vraiment un tabou depuis le non français au référendum en 2005. Et là, Macron a l'air de plutôt se présenter comme ouvert par la question. Et deuxième question, quand la feuille de route franco-allemande sur l'UE et la zone euro sera-t-elle présentée, avant ou après les élections en Allemagne? Ah, bonne question. Sur ce sujet, d'abord, nous travaillons ensemble, nous l'avons montré, nous le montrons aujourd'hui. Moi, je pense que c'est toujours mieux de faire et de pouvoir présenter ce qu'on obtient en concret que d'envoyer des grandes annonces qui ensuite mettent toute de la pression qu'on ne sait pas tenir. Donc, mon souhait, c'est qu'on puisse avancer au maximum. Sur les discussions que nous aurons en G20, je laisserai les chancelières y revenir, en fonction de ce que souhaitent qu'on ait en discussion parallèle. Mais il y a beaucoup de sujets d'importance qui sont mis à l'ordre du jour du G20, qui touchent nos deux pays, sur lesquels nous avons d'ailleurs une vision commune très forte. Nous aurons un conseil des ministres franco-allemands le 13 juillet. Je tiens d'ailleurs à remercier la chancelière qui a accepté, compte tenu de la date, que ça se passe à Paris, alors que ça aurait dû se passer en Allemagne. C'est une preuve de grande élégance. Et nous aurons là, en tout cas c'est mon souhait, nous pourrons aller encore plus loin sur les sujets de défense, de sécurité, sans doute sur aussi les sujets éducatifs. Ensuite, nous travaillons. Coucou Ostide, alors on est sur une conférence de presse qui a eu lieu le 23 juin dernier, donc on est avec un peu un délai de retard. Parce que je voulais quand même vous montrer un peu cette conférence de presse qui est intéressante au niveau européen. De les rendre publics, plutôt que de se fixer des objectifs. Effectivement, le mariage gay a été adopté aujourd'hui qui font que vous allez en quelque sorte guetter si on est au rendez-vous ou pas. On parle d'une feuille de route pour les 10 prochaines années. Et moi, je vois simplement que ça fait tant et tant d'années qu'on n'arrive pas à en créer des feuilles de route. Donc, on va se donner le temps de bien faire. Mais à court terme, je sais que sur la sécurité, la défense, la migration, les sujets commerciaux, la lutte contre le terrorisme et les sujets de coopération en matière éducative et culturelle, nous aurons des avancées très concrètes. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron va devoir convaincre Angela Merkel sur sa volonté de mettre en place un Parlement de la zone euro. C'était une de ses propositions lors de la campagne présidentielle. Et là, par contre, il faut convaincre les Allemands. Parce que... Mais Angela Merkel avait l'air plutôt favorable de faire une réforme de la zone euro. Donc à voir. On va suivre ça dans les mois à venir. Ces domaines qui ont été cités, ce qui est très important, c'est de pérenniser les emplois.
de préserver les emplois pour l'avenir et également créer les conditions permettant la création de nouveaux emplois. Et là, tout le thème de la transition numérique joue un rôle très important pour l'Allemagne et la France. Auparavant, lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il a énormément œuvré pour faire de la France un pays attractif pour des start-up. Nous avons également beaucoup agi dans ce domaine. Et maintenant, le moment est venu de montrer que dans la création du marché intérieur numérique, nous pouvons être des pionniers, des précurseurs et faire un certain nombre de choses dans la pratique parce que les emplois de demain ne résulteront pas des emplois perdus hier. Un Parlement de la zone euro peut être créé sans parler de nouveaux traités. Eh bien, un Parlement de la zone euro, selon moi, implique une révision des traités. Il y a de nombreux aspects communs, accord de Paris, commerce, partenariat en Afrique. Nous savons tous qu'en Afrique, nous n'avons pas encore réussi à lancer le développement suffisamment pour ils que peuvent trouver une faille pour faire en sorte que ce soit qu'il n'y ait pas de révision de traité, mais ça me semble peu probable. Nous avons besoin d'intensifier les relations commerciales et je pense que l'initiative Compact with Africa, l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce sera un point important. Et puis, les autres points, nous en parlerons au sommet du G20. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Monsieur Brössler, maintenant. Madame la chancelière, Monsieur le Président, votre conférence de presse commune a une valeur symbolique. Pensez-vous que vous pourrez enchaîner sur des exemples précédents historiques, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une résistance dans l'Union européenne à accepter un leadership franco-allemand, par exemple en Europe centrale? Pensez-vous qu'il est nécessaire peut-être d'associer d'autres États dans un tel groupe leader? Bonne question. Est-ce que vous pensez qu'avec le couple Macron-Merkel, l'Union européenne retrouve un couple franco-allemand fort? Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes seuls, ça veut dire simplement que nous voulons travailler ensemble, et ce n'est pas une exclusive, ça n'empêche pas. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le couple franco-allemand, comme moteur de l'Union européenne, s'élargisse à d'autres États? L'Union européenne à 6, puis à 13, ce sont des nombres qui sont encore relativement restreints. Aujourd'hui, nous sommes 27, mais à 27, nous avons des méthodes de travail. Nous sommes 27, comment elle écarte tout de suite le Royaume-Uni, genre, c'est bon, on est 27, on n'est plus 28 là. Qui parle de quoi? Où trouvons-nous des compromis? C'est ce que nous avons fait tout au fil de ce Conseil. Pour ce qui est du poids historique, c'est aux historiens d'en juger. Il appartient aux politiques de résoudre les problèmes qui se posent, de les résoudre de façon raisonnable et de trouver des solutions solides, durables et pas des pseudo-solutions. Et je crois que c'est ce qui nous... D'ailleurs, Macron a commencé à piquer à vif les pays de l'Est, notamment dans son interview au Figaro et dans plusieurs médias européens la semaine dernière, où il disait que l'Europe n'est pas un supermarché, c'était une attaque directement adressée aux pays de l'Est, et ils ont fortement réagi. D'ailleurs, Viktor Orban, qui est le Premier ministre de la Hongrie, a eu des propos très négatifs à l'égard de Macron. Voulons-nous apporter à une bonne coexistence? Et je ne parle pas de la Pologne. La mondialisation, c'était pas mieux non plus. Un processus où nous devons créer des situations gagnant-gagnant. Nous voulons des solutions où l'Europe soit gagnante, mais où d'autres soient également gagnants. Et je ne crois pas que clairement, ils partagent des visions similaires de l'Europe, en tout cas plus qu'avant. Après, oui, l'élargir pourrait être intéressant. L'Est de l'Europe est souvent laissé de côté. La mondialisation, c'est cela qui nous anime et c'est cela qui déterminera notre succès. Je partage tout ce qui a été dit. Je sais une chose. Quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, l'Europe n'avance pas. Ah. Alors, ça c'est pas faux. L'autre peut avoir une victoire de court terme en trouvant une alliance. Et on dit souvent que quand l'Allemagne et la France arrivent à se mettre d'accord, c'est que ça va se mettre en œuvre parce que ce sont deux États qui sont fondamentalement opposés. Et qui, dès lors qu'ils arrivent à se mettre OK, c'est bien parti. La symbiose entre la France et l'Allemagne, c'est la condition nécessaire pour que l'Europe avance. Ça n'est pas la condition suffisante, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi il nous faut convaincre, rassembler, que l'un et l'autre, nous parlons beaucoup à l'ensemble de nos partenaires, et ces derniers jours l'ont montré, où
D'ailleurs, c'est vrai que quand François Hollande était arrivé au pouvoir en 2012, il avait voulu se rapprocher d'autres pays, et notamment des pays du Sud. Je pense à l'Italie et à l'Espagne. Et c'était une sorte un peu de remise en cause, je trouvais, du couple franco-allemand. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et donc, il peut y avoir sur certains sujets des divergences. Depuis le Brexit, le sentiment européen s'est renforcé, je trouve, effectivement, Ziassan, et notamment au Royaume-Uni. De travailler pour réduire ce qui nous sépare à certains moments, pour construire ensemble une solution commune. Parce que, je vais vous dire, il n'y a pas de solution européenne pertinente si elle n'est pas d'abord pertinente pour la France et l'Allemagne. Parce que certes, il y a des différences entre nous, mais elles sont bien plus grandes quand on élargit le cercle. Donc, voilà l'esprit dans lequel on travaille et dans lequel nous continuerons à travailler. En tout cas, on voit qu'Emmanuel Macron a vraiment l'intention de raviver ce couple franco-allemand. À la hauteur de notre histoire récente. D'ailleurs, cette conférence de presse, c'est un peu l'objectif, c'est de montrer que le couple franco-allemand, c'est le love. Parce que nous vivons une période où les bouleversements, la nature des menaces et le doute qui peut naître dans nos démocraties est tel que notre responsabilité, c'est de faire cela. Merci. Monsieur le Président, vous avez mis en œuvre une diplomatie différenciée à l'occasion de ce Conseil, puisque vous nous aviez dit qu'avec Madame Merkel, vous ne souhaiteriez pas exprimer en public les divergences que vous pouvez avoir. En revanche, face à d'autres dirigeants européens, je pense aux Polonais ou aux Hongrois, vous n'avez pas hésité à être assez cash, assez clair, en reprochant à certains pays de tourner le dos aux valeurs européennes. Alors, voilà, je voudrais savoir référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que... Vous avez dit que certains dirigeants... D'accord. Donc, je voudrais savoir pourquoi cette diplomatie différenciée. Est-ce que parce que, d'après vous, certains pays européens aujourd'hui n'ont pas assez la culture du compromis qui doit prévaloir en Europe ? Et est-ce que ce matin, en les rencontrant, vous avez été un peu rassuré? Vous pensez qu'un compromis est possible, notamment sur les travailleurs détachés? Puis j'ai une question pour Madame la Chancelière. Oui, alors sur les travailleurs détachés, il faut savoir que les pays de l'Est sont défavorables à une modification, alors que les pays de l'Ouest sont favorables à une modification. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe n'était pas un supermarché. C'était une attaque directement adressée aux pays de l'Est. Pays de l'Est qu'il a rencontré le matin de cette conférence de matin, le jour de cette conférence de presse, donc vendredi par la France des 3%. Et troisièmement, il faut savoir qu'effectivement, il a reproché aux pays comme États, notamment comme la Hongrie et la Pologne, qui prennent un peu un tournant autoritaire de ne pas respecter les valeurs européennes. D'ailleurs, la Commission est très inquiète sur ces deux pays et s'apprête à prendre des mesures. 95% des accords que nous revendiquons et qui permettent ce travail commun et que nous travaillons sur tous les autres sujets. Donc je veux être très clair, il n'y a pas d'agenda caché ou de partie de discussion cachée entre... La question qui est entre lui, j'avoue, elle a été longue. Pour ce qui est de l'interview que j'ai donnée, de ce que j'ai pu dire sur certains pays, j'ai pris acte de ce que la Commission, il y a quelques jours elle-même, a lancé, de procédure de sanctions. Voilà, procédure de sanctions à l'égard de la Hongrie et de la Pologne aussi, il me semble. En matière migratoire, sur nos valeurs, prennent des décisions qui ne sont pas conformes et qui justifient... Et la Commission se fonde du coup sur un manquement, puisqu'elle estime qu'en agissant de la sorte, la Hongrie et la Pologne ne respectent pas le droit européen. Mais je me tiens toujours à la même chose. D'ailleurs, on en avait parlé quand on avait commenté un débat sur la Hongrie au Parlement européen. Ce que je dis publiquement, je l'ai d'abord dit en tête-à-tête. Ce qui ne se fait pas, c'est d'aller publiquement dénoncer des choses sur lesquelles on ne s'explique pas. Mais quand on a constaté dans le tête-à-tête qu'il y avait des désaccords irréductibles qui ne correspondent pas à la ligne qu'on poursuit, il faut les assumer publiquement. Je ne vais pas dire que je suis aujourd'hui pleinement satisfait, que je pense que l'Union européenne se grandirait à n'apporter aucune réponse lorsque ces principes ne sont pas respectés en son sein. Bon, donc ça c'est le premier point, je l'assume totalement, et je continuerai à avoir cette méthode d'explication franche bilatérale, et consistant à assumer ces désaccords. De l'autre côté, j'ai pas l'impression que les pays de l'Est aient beaucoup leur mot à dire souvent. Peut-être qu'ils agissent ainsi par dépit. Alors Ziassan, peut-être. C'est vrai que les pays de l'Est ont peur d'être un peu toujours mis de côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont aussi fondé le groupe Visegrad pour être un peu plus fort dans les institutions européennes. Mais il ne faut pas oublier qu'en Pologne, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir et qu'en Hongrie, c'est Viktor Orban qui, au niveau national, a pris un tournant un peu autoritaire, dirons-nous.
et que donc le premier jour, j'ai évoqué ce sujet, je considérais que nous devions en profondeur ce tournant autoritaire dans les deux pays au niveau national a des répercussions évidemment au niveau européen. Nous avons fait un très gros travail entre l'Allemagne et la France sur ce sujet. J'ai passé beaucoup de temps à voir plusieurs partenaires européens. Je l'ai fait ce matin et je continuerai avec ces derniers à travailler. Mais nous sommes tous et toutes autour de la table. On peut assumer des désaccords profonds sur des sujets, des valeurs et être clair. Et nous devons continuer à travailler sur l'agenda qui est le nôtre pour faire avancer les choses et réduire ces différences. Erstens, ich glaube, es darf nicht vergessen werden. Tout d'abord, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et on le voit dans la Charte européenne. Le tournant autoritaire en France aura des répercussions aussi. Alors, docteur Pouchot, je te conseille d'aller voir quand même ce qui se passe en